Réfléchissez un instant. Pourquoi plus on devient intelligent, plus on a tendance à se replier sur soi? Pourquoi les esprits les plus brillants trouvent-ils souvent du réconfort, non pas dans la foule, mais dans un isolement silencieux? Se pourrait-il que ce que nous appelons la vie sociale soit pour certains un fardeau déguisé? Et si la solitude n'était pas la solitude, mais une libération? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler l'une des vérités les plus cruelles jamais énoncées sur la nature humaine, une vérité formulée par Arthur Schopenhauer, un philosophe connu non pas pour édulcorer la réalité, mais pour la déchiffrer sans détour. Cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde, mais à ceux qui ressentent un étrange malaise en société, qui se sentent souvent exclus, qui trouvent plus de sens dans une pièce silencieuse que dans une fête bruyante. Nous approfondissons la question. Pourquoi les personnes vraiment intelligentes abandonnent-elles souvent la vie sociale? Non pas parce qu'elles sont antisociales, mais parce qu'elles la voient telle qu'elle est, et restez avec moi jusqu'au bout, car la dernière révélation que nous explorerons pourrait bien changer radicalement votre façon de comprendre votre solitude. C'est la révélation la plus importante, et je vous promets que l'attente en vaut la peine. Avant de plonger, prenez un moment pour soutenir cette chaîne. Si vous privilégiez la profondeur à la superficialité, la vérité au confort et la connaissance de soi à l'approbation sociale, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous dire « Vous êtes-vous déjà senti plus vous-même seul ?» Vos réflexions et vos histoires pourraient en trouver un écho profond. Créons un espace pour les penseurs comme vous. Commençons par la première observation brutale de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer pensait que la plupart de ce que nous appelons socialisation est, au mieux, une distraction, au pire, une dilution de soi. Selon lui, l'individu moyen vit dans un bruit constant, non seulement physique, mais mental, fait de ragots, de comparaisons sociales, de conversations futiles et d'obligations sociales sans fin. Mais le penseur, celui qui s'arrête pour observer, réfléchir, voir clair, réalise vite que ce bruit n'est pas nourrissant, mais épuisant. Imaginez un instant que vous êtes un artiste en train de peindre un chef-d'œuvre. Toutes les 5 minutes, quelqu'un entre dans la pièce et réclame votre attention. Venez à cet événement, répondez à ce message. Avez-vous entendu ce qu'un tel a dit? Quelle part de votre vision survivrait? Quelle part de votre clarté resterait? Schopenhauer ne se contentait pas de deviner. Il observait une tendance historique. Les penseurs, écrivains, scientifiques et artistes les plus profonds se sont souvent retirés du monde, non pas par haine des autres, mais par besoin d'espace pour préserver leur monde intérieur. De l'ingéniosité solitaire de Newton à l'isolement mélancolique de Kafka, de la solitude dans les Alpes de Nietzsche au sanctuaire silencieux d'Emily Dickinson, la solitude a toujours été le terreau de l'épanouissement du génie. Pourquoi? Parce qu'être seul rend le port du masque superflu. Dans la vie sociale, nous changeons constamment de forme, adaptant notre discours, notre ton et notre comportement à ceux qui nous entourent. C'est rarement conscient, mais cela arrive toujours. Nous devenons des fragments de nous-mêmes, nous laissant submerger par les attentes des autres. Mais quand on est seul, nul besoin de jouer un rôle, on peut simplement être. Et pour l'homme intelligent, dont le monde intérieur est souvent plus riche que l'extérieur, ce n'est pas une perte, c'est un retour. Schopenhauer a dit « Plus un homme est inintelligent, moins l'existence lui paraît mystérieuse. Pour l'esprit superficiel, la vie est évidente, simple, et le divertissement suffit. Mais pour l'esprit profond, elle est pleine de contradictions, de souffrances, de beauté et d'absurdité. Ce ne sont pas des sujets de conversation. Et la frustration qui accompagne la tentative d'aborder des vérités profondes dans un monde superficiel pousse beaucoup à reculer. Ce n'est pas de la misanthropie, c'est de l'épuisement. On pourrait se demander si les liens sociaux ne sont pas essentiels au bonheur. La réponse est que cela dépend de la qualité de ces liens. Schopenhauer affirmait que la plupart des gens ne recherchent pas la vérité ou le sens chez les autres. Ils recherchent plutôt la validation, la distraction et le plaisir de l'ego. Pour le philosophe, ce type d'interaction est creux. Il considérait la solitude non pas comme un manque, mais comme un enrichissement. Un homme doté de génie est comme un aigle. Il s'envole seul. Et peut-être l'avez-vous ressenti aussi. Ce moment où, entouré de gens, vous vous sentez pourtant complètement seul. Non pas que vous vous désintéressiez des autres, mais parce que la conversation ne touche jamais les profondeurs de votre esprit. En revanche, lorsque vous êtes seul avec un livre, dans la nature ou plongé dans vos pensées, vous vous sentez connecté. Connecté à quelque chose de vaste, d'éternel et de significatif. C'est là que réside le paradoxe. Ceux qui réfléchissent profondément se sentent souvent plus connectés à l'univers lorsqu'ils sont déconnectés de la société. Cela ne signifie pas que les relations sont sans importance. Mais pour l'individu véritablement intelligent, les relations doivent être fondées sur l'épanouissement mutuel, l'authenticité et l'exploration partagée de la vérité et non sur la commodité ou le divertissement. Ce genre de connexion est rare et tant qu'elle n'est pas trouvée, la solitude devient le compagnon privilégié. Laissez-moi vous demander, à quand remonte la dernière fois où vous avez eu une conversation qui vous a fait sentir écouté? À quand remonte la dernière fois où vous avez quitté une réunion en vous sentant plus entier et non plus fragmenté? L'honnêteté de Schopenhauer est blessante, car elle reflète quelque chose que nous ressentons tous, mais que nous exprimons rarement. Une grande partie de notre soi-disant vie sociale est faite de postures, de performances, de distractions par rapport à la conscience de soi. C'est pourquoi les personnes intelligentes, véritablement conscientes d'elles-mêmes, commencent à s'éloigner, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre, pour mieux se comprendre. Ils ne rejettent pas l'humanité, ils reviennent à la leur. Et ce retour est sacré.
Si vous vous êtes déjà senti coupable d'avoir besoin de temps seul, de décliner des invitations, de ne pas apprécier les réseaux sociaux ou les discussions de groupe, ceci est votre permission d'arrêter de vous excuser. Cela signifie peu, être simplement que votre esprit accorde plus d'importance à quelque chose de plus profond. Selon Schopenhauer, la solitude n'est pas une retraite, c'est une préparation à la vie selon ses propres conditions, et ce n'est qu'un début. Si la solitude est le sanctuaire du sage, quelle est alors la fonction de la vie sociale dans le monde que Schopenhauer percevait si clairement? Pour le comprendre, il faut examiner la manière dont Schopenhauer percevait la nature humaine dans son essence. Il n'était pas un romantique. Il croyait qu'à la racine de toute activité humaine se trouve la volonté de vivre. Une pulsion aveugle, incessante et inconsciente de survie, de propagation et de domination. Selon lui, cette force primordiale façonne non seulement nos instincts biologiques, mais aussi nos comportements, nos relations et nos sociétés. La vie sociale n'est donc pas toujours un lieu de connexion et d'harmonie, mais souvent un champ de bataille déguisé pour l'ego, le statut et la validation. Pour l'individu moyen, la socialisation est synonyme de survie. C'est là que l'on noue des alliances, que l'on démontre sa valeur, que l'on trouve un partenaire ou que l'on affirme son pouvoir. Pour Schopenhauer, cette danse des égos, bien que nécessaire pour beaucoup, était une distraction pour le penseur. Il croyait que ceux qui s'élèvent au-dessus de leurs instincts les plus bas, qui remettent en question la nature de la réalité et le sens même, se retrouveraient inévitablement aliénés par ces jeux. Ce n'est pas qu'ils se perçoivent comme supérieurs, mais comme désintéressés, détachés. Non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ressentent trop profondément. Imaginez-vous au milieu d'une foule où chacun parle une langue que vous reconnaissez à peine. Les mots n'ont aucun sens. Les gestes semblent répétés, vous observez, hochez poliment la tête, mais vous avez l'impression d'assister à une pièce où les acteurs ont oublié que vous ne faisiez pas partie du scénario. C'est souvent ce que ressent une personne intelligente dans des situations sociales courantes. Non pas par arrogance, mais à cause d'une incompatibilité entre profondeur et surface. Ce malaise s'accroît avec la prise de conscience. À mesure que l'on se connaît mieux, la tolérance à l'inauthenticité diminue. Les plus intelligents apprennent à se fondre dans la masse, mais les plus sages choisissent souvent de ne pas le faire. Leur désengagement n'est pas un acte de rébellion, mais un acte de préservation. Schopenhauer est même allé jusqu'à dire que plus un homme possède en lui-même, moins il attend des autres. Lorsque votre monde intérieur est riche, rempli d'idées, de questions, de passions et de créativité, alors le superficiel devient insupportable. Vous ne recherchez plus la compagnie pour combler un vide. Vous recherchez la solitude pour protéger votre esprit. C'est pourquoi tant de personnes intelligentes sont attirées par la philosophie, la musique, la littérature et l'art, non seulement comme passe-temps, mais comme une bouée de sauvetage. Ces quêtes permettent à l'âme de s'exprimer authentiquement, sans interruption ni dilution. Mais ne vous y trompez pas, ce chemin n'est pas toujours facile. La solitude, pour l'esprit pensant, est une nourriture. Mais pour le monde qui les entoure, cela ressemble souvent à un repli sur soi, à de la froideur ou à de l'arrogance. Leurs amis peuvent se demander « Pourquoi ne fais-tu pas ton coming out plus souvent ?» Leur famille peut s'inquiéter. Est-ce que ça va? La société peut qualifier cela d'antisocial. Mais en réalité, une personne intelligente peut être plus saine, plus centrée, plus vivante dans sa solitude que la plupart des gens ne le sont dans leurs rituels sociaux. N'oublions pas que Schopenhauer lui-même menait une vie largement solitaire. La compagnie humaine lui était épuisante et il remplissait ses journées de livres, de longues promenades, d'écriture et de réflexion. Son pessimisme ne naissait pas de l'amertume, mais de la lucidité. Il a vu combien la souffrance est inhérente à la condition humaine et a compris qu'y voir clair implique parfois un profond deuil. Car une fois qu'on a percé à jour les illusions, les banalités, les motivations superficielles, le caractère performatif d'une grande partie des interactions modernes, il est difficile de revenir en arrière. On commence à aspirer à la vérité, à l'honnêteté, au silence, non pas parce qu'on est brisé, mais parce qu'on s'éveille. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir. Combien de temps passez-vous avec des gens qui vous voient non seulement votre visage, votre travail, votre titre, mais aussi votre âme ? À quelle fréquence avez-vous l'impression de pouvoir exprimer votre vérité sans avoir à la traduire pour que les autres la comprennent? Et si votre réponse est rare, alors peut-être que votre solitude n'est pas un défaut. C'est un signe d'harmonie intérieure. C'est pourquoi Schopenhauer considérait la solitude comme le domaine de l'exceptionnel. Il ne parlait pas d'exceptionnel en termes de réussite sociale ou intellectuelle, mais d'indépendance intérieure. Ceux qui sont émotionnellement autonomes, spirituellement curieux et mentalement éveillés peuvent supporter et même apprécier la solitude, car ils ne sont pas vides. Ils sont pleins. Et donc, ils n'ont pas besoin d'une connexion constante pour se sentir réels. Mais soyons clairs. La solitude n'est pas synonyme d'isolement. Schopenhauer ne prônait ni le nihilisme, ni la misanthropie. Il appelait à un engagement plus profond et plus significatif envers la vie. Un engagement qui commence par soi-même. Selon lui, la seule façon de vraiment comprendre le monde est de sortir de son bruit. Et c'est là que réside la douloureuse ironie. Plus on devient intelligent, plus le chemin peut paraître solitaire. Plus on est conscient de soi, moins on a de relations avec les gens.
Mais en même temps, plus on s'aligne sur sa vraie nature, plus on se libère des attentes des autres. C'est un paradoxe. Moins de liens, mais plus de sens. Moins de personnes, mais une paix plus profonde. Et dans ce paradoxe, Schopenhauer a trouvé quelque chose qui ressemble à de la sagesse. Il ne voyait pas la solitude comme un vide, mais comme un espace. Un espace où l'âme peut respirer, où l'esprit peut penser, où l'âme peut s'épanouir. Il percevait l'abandon de la vie sociale non pas comme une tragédie, mais comme un repli sur soi, vers une vie de maîtrise de soi et de clarté philosophique. Demandez-vous ce que vous avez appris dans vos moments les plus calmes. Qui êtes-vous devenu lorsque personne ne vous regardait? Échangeriez-vous cette profondeur contre une compagnie superficielle? Échangeriez-vous la connaissance de soi contre l'approbation sociale? La plupart des gens le feraient, mais peu être pas vous. Et c'est peu être pour cela que vous êtes ici. Parce que vous ne recherchez pas le bruit, vous cherchez la vérité. Et Schopenhauer dirait que c'est précisément pour cela que vous n'êtes pas à votre place. Allons encore plus loin. La philosophie d'Arthur Schopenhauer ne se contente pas de décrire les raisons pour lesquelles les personnes intelligentes abandonnent la vie sociale. Il explique également ce qu'elles découvrent dans cet abandon. Car, selon lui, la solitude n'est pas un état passif. C'est une libération active. C'est dans la solitude que nous pouvons nous débarrasser des couches d'illusions que la société nous impose avec tant d'acharnement. Pour Schopenhauer, l'une des plus grandes illusions de la vie sociale est la croyance que les autres peuvent nous compléter. Ce bonheur se trouve dans l'approbation, les louanges et la compagnie des autres. Il appelait cela la folie de la dépendance. Il soutenait que cela mène la plupart des gens à des cycles de déception, d'insécurité et de trahison de soi. Le sage, au contraire, cesse de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être cultivé qu'à l'intérieur. Il a écrit que toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Deuxièmement, elle est violemment combattue. Troisièmement, elle est acceptée comme allant de soi. On pourrait en dire autant de la solitude. D'abord, on s'en moque. Ensuite, on le craint. Mais finalement, une fois compris, il devient évident, essentiel, nécessaire. Examinons comment cela se déroule dans la vie réelle. Les jeunes intelligents commencent souvent leur parcours avec un sentiment d'inconfort. Enfants, ils étaient peu. Être introvertis, observateurs ou sensibles, peu enclins à se laisser entraîner par les jeux de popularité ou les tendances. Au lieu de rechercher une stimulation constante, ils sont attirés par une curiosité silencieuse, une réflexion profonde et se perdent souvent dans leur propre imagination. À mesure qu'ils grandissent, cette différence s'accentue. L'école devient fastidieuse, les conversations anodines deviennent pénibles et les groupes de pairs semblent graviter autour de choses qui leur semblent creuses. La pression du conformisme est intense. On apprend à de nombreux esprits doués à réprimer leur profondeur pour s'intégrer. Mais certains finissent par abandonner. Et c'est là que le tournant commence. Ils cessent d'assister aux événements par obligation. Ils ne feignent plus de s'intéresser à ce qui les ennuie. Ils déclinent les invitations qui les épuisent. Au lieu de cela, ils se replient sur eux-mêmes. Non pas dans le désespoir, mais dans leur propre fort intérieur. Cette retraite permet quelque chose d'inhabituel. Une confrontation avec soi-même. Dans la solitude, il n'y a personne à impressionner. Pas de public devant qui se produire. Juste le silence. Et dans ce silence, nous commençons à voir qui nous sommes vraiment. Nos peurs, nos rêves, nos faiblesses, nos dons. Cela peut être terrifiant, c'est pourquoi tant de personnes s'en détournent. Mais pour l'âme intelligente, c'est le premier pas vers la maîtrise intérieure. Ce processus reflète le parcours de nombreux grands penseurs. Prenons l'exemple de Friedrich Nietzsche, qui considérait la solitude non comme une punition, mais comme une responsabilité sacrée. Il écrivait « Plus nous voyons haut, plus nous paraissions petits à ceux qui ne peuvent voler ». La solitude, pour lui, était le prix de la vérité. Et la vérité, pour Nietzsche comme pour Schopenhauer, était la quête suprême. Mais la solitude fait plus que révéler le soi. Elle révèle aussi le monde d'une manière dont la société ne peut le faire. En prenant du recul par rapport au bruit social, on commence à observer plutôt qu'à participer. On commence à déceler des schémas comportementaux, politiques et culturels. Et surtout, on commence à les remettre en question. Pourquoi aspirons-nous à l'approbation? Pourquoi le silence terrifie-t-il les gens? Pourquoi la distraction est-elle célébrée et l'immobilité condamnée? Ces questions ne surgissent pas dans la foule. Elles surgissent dans le silence. Et plus on interroge, plus on commence à voir non seulement la surface des choses, mais leur essence. C'est ce que Schopenhauer voulait dire lorsqu'il affirmait « La plus grande folie est de sacrifier la santé à tout autre bonheur ». Il ne parlait pas seulement de santé physique. Il parlait de santé mentale, de ce calme intérieur, de cette clarté psychologique, de cette plénitude spirituelle que seule la solitude peut préserver. Et chaque fois que nous sacrifions cela en nous imposant des rituels sociaux qui ne nous correspondent pas, nous vidons notre force vitale. Mais cette vérité s'accompagne aussi d'un lourd fardeau. Car une fois qu'on a goûté à cette solitude, une fois qu'on a vu le monde avec un regard éveillé, on ne peut plus le voir. La déconnexion grandit non pas parce qu'on déteste le monde, mais parce qu'on finit par le comprendre. Et cette compréhension est source de souffrance. On commence à voir comment les gens se mentent à eux-mêmes juste pour se sentir acceptés.
Vous remarquez combien souvent la conversation n'est qu'un bruit destiné à apaiser la peur du silence. Vous voyez combien de relations se construisent non pas sur l'amour ou la vérité, mais sur une distraction mutuelle. Et cette prise de conscience est à la fois instructive et libératrice. Vous ne désirez plus ce que vous aviez autrefois. Vous ne courez plus après l'approbation, ni ne vous accrochez à la validation. Vous devenez souverain, entier. Et c'est là, croyait Schopenhauer, la véritable récompense de la solitude. Non seulement la paix, mais le pouvoir. Non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi-même. Demandez-vous maintenant, honnêtement, quand vous vous sentez le plus vivant. Est-ce lorsque vous vous produisez pour les autres, ou lorsque vous êtes perdu dans un moment de silence? Lorsque votre esprit est fragmenté dans une conversation, ou plongé dans une profonde contemplation? En vérité, certaines personnes ne sont pas faites pour l'interaction constante. Elles sont faites pour la perspicacité. Elles ne sont pas là pour divertir ou être diverties. Ils sont là pour observer, comprendre, créer. Leur nature n'est pas sociale. Elle est spirituelle, intellectuelle, existentielle. Et le drame, c'est que beaucoup n'en prennent jamais conscience. Ils passent des années à essayer de combler leurs besoins de solitude, pensant que c'est un défaut. Et si ce n'était pas le cas? Et si c'était votre vocation? Et si la solitude était l'environnement dont votre âme a besoin pour s'épanouir? Schopenhauer croyait que seule la solitude nous permet de devenir qui nous sommes vraiment. Tout le reste n'est que compromis. C'est pourquoi il a si souvent écrit sur la solitude du penseur. Non pas pour célébrer la souffrance, mais pour en souligner la nécessité. On ne devient pas sage en étant toujours entouré. On devient sage en ayant le courage d'être avec soi-même, d'affronter ses doutes, de lutter avec la vérité, de supporter le silence jusqu'à ce qu'il parle. Et si vous êtes sur ce chemin, si vous avez déjà senti que la solitude vous interpelle plus fort que la foule, comprenez-le. Tu n'es pas brisé. Tu es en devenir. Et la dernière parcelle de cette vérité, celle qui transformera tout, reste à venir. Voilà donc ce que nous avons compris. Nous avons vu pourquoi la solitude n'est pas une simple échappatoire, mais un cheminement délibéré. Nous avons découvert comment des individus intelligents comme Schopenhauer rejettent souvent la vie sociale, non par arrogance, mais en quête de quelque chose de bien plus profond. Mais quelle est donc la vérité ultime? Quelle est la révélation ultime qui rend ce voyage non seulement supportable, mais nécessaire? La voici. La plus haute forme de réalisation de soi ne peut se réaliser que dans la solitude, non sous les applaudissements, ni dans les conversations, ni même dans l'amour, mais dans la présence encore brute de son propre esprit, débarrassé des bruits extérieurs. Dans cette solitude, il n'y a personne à tromper, aucun masque à porter, aucune scène sur laquelle se tenir. Il n'y a que toi. Et c'est là que le vrai travail commence. Cette vérité est inconfortable. La plupart des gens y résistent toute leur vie. Car être seul signifie voir ce qu'on a ignoré, ressentir ce qu'on a refoulé, entendre les pensées noyées dans les distractions. Mais pour ceux qui sont assez courageux, et ne vous y trompez pas, c'est un acte de courage. La solitude devient la porte de l'illumination. Revenons à Schopenhauer une dernière fois. Il croyait que le monde était fondamentalement mu par une volonté aveugle, que la souffrance était innée. Mais il croyait aussi que, par le détachement, l'art, la philosophie et la solitude, nous pouvions transcender cette souffrance. Nous pouvions, ne serait-ce que pour quelques instants, sortir de ce cycle. Et voici le dernier rebondissement. Pour Schopenhauer, la solitude n'était pas seulement un refuge, c'était une forme de rébellion spirituelle. Être seul, ne pas avoir besoin d'une validation constante, créer pour le plaisir de créer, penser pour la vérité. Dans un monde de distraction et de conformisme sans fin, c'est un acte de défiance. La personne intelligente qui accepte la solitude ne se retire pas de la vie. Il l'exalte. Il privilégie le sens au confort, la clarté à la popularité, la liberté à l'appartenance. Et une fois ce choix fait, le monde essaiera de vous y ramener. Il vous tentera par le bruit, les applaudissements, les fausses promesses de connexion. Mais vous saurez faire la différence, car vous aurez goûté au silence qui nourrit. Vous vous serez tenu dans le silence qui n'exige rien, mais qui est, tout simplement. Maintenant, introspection-nous une dernière fois. Demandez-vous, qu'ai-je découvert dans ma solitude? Ai-je mieux compris qui je suis, ce à quoi j'accorde de la valeur? Ce que je refuse de tolérer? Si la réponse est oui, même partiellement, sachez ceci. Vous suivez le chemin que Schopenhauer, Nietzsche, Jung et d'innombrables autres esprits profonds ont parcouru avant vous. Vous reprenez possession de votre vie intérieure, et c'est le plus grand acte de pouvoir personnel. Mais la solitude fait plus qu'aiguiser l'esprit. Elle ouvre le cœur à l'univers, à l'éternel, au divin. Lorsque vous sortez de la foule et entrez dans le silence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à percevoir la réalité, non pas les tendances ni les attentes, mais la vérité. Vous commencez à comprendre que la vie n'est pas une question d'accumulation, mais de réalisation. Ce n'est pas tant le nombre d'amis que vous avez qui compte, mais la connaissance que vous avez de vous-même. Vous cessez de comparer, de rivaliser, de faire semblant. Vous devenez simple, entier, ancré. Et c'est à partir de ce lieu de maîtrise de soi et de clarté que vous pouvez enfin réintégrer le monde selon vos propres conditions. Non pas pour vous y laisser absorber,
mais pour y contribuer. Non pas pour lui appartenir, mais pour l'influencer. Car désormais, vous ne cherchez plus auprès du monde. Vous lui donnez de votre abondance, de votre sagesse, de votre solitude. Et c'est là le paradoxe final. Plus on accepte sa solitude, plus sa présence devient puissante à son retour. On ne parle plus juste pour parler. Vous parlez avec détermination. Vous ne vous connectez plus par peur. Vous vous connectez par abondance. Vous n'êtes plus un passager dans la société. Vous êtes l'auteur de votre vie. C'est le voyage de l'âme intelligente. Et oui, c'est la solitude. Mais c'est la solitude sacrée de l'alpiniste, du poète, du sage. C'est la solitude de ceux qui refusent de vivre une demi-vie. De ceux qui préfèrent affronter le silence plutôt que de se perdre dans le bruit. Si vous êtes l'un d'eux, si la solitude vous semble plus intime que la foule, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une lignée cachée, une fraternité silencieuse, une sororité silencieuse. De Schopenhauer à vous. Le chemin de l'éveil est étroit, mais il vous appartient de le parcourir. Parcourez-le la tête haute. Et quand le monde vous le demande, pourquoi ne pas être plus présent, sourire gentiment et répondre avec la certitude sereine de celui qui sait, car j'ai déjà trouvé ce que vous cherchez encore. Si cette vidéo vous a interpellé, prenez un moment, non pas pour nous, mais pour ceux qui suivent ce chemin, pour laisser un commentaire. Partagez votre histoire. Faites savoir aux autres qu'ils ne sont ni fous, ni brisés, ni asociaux, mais en plein éveil. Aimez, abonnez-vous, partagez avec quelqu'un qui, vous le savez, porte cette vérité en lui. Ensemble, nous créons un espace où la prévenance n'est pas une exception, mais une norme. Et n'oubliez pas, la solitude n'est pas votre faiblesse. C'est votre force. Ce n'est pas votre fardeau, c'est votre cadeau. Et dans ce silence sacré, tout commence grâce à votre regard.